Salut la team ancienne star. Un crochet du droit, foudroyant, un uppercut du gauche, implacable. Il doit s'accrocher, ou le combat s'arrête net. Et boum, il s'effondre. Mike Tyson, l'indiscutable champion du monde des poids lourds, celui qui faisait trembler les rings du monde entier, a vu son empire s'écrouler en 1992. Sa liberté, ses titres, son aura d'invincibilité, tout s'est envolé. Condamné à 6 ans de prison, Iron Mike a troqué les gants de boxe pour les chaînes d'une cellule. En prison, la guerre était d'un autre genre. Une lutte brute de pouvoir et de psychologie, sans arbitre, sans gants, sans règles. Contre toute attente, Tyson a d'abord fui la violence, gagnant le respect par sa retenue plutôt que par ses poings. Mais dans cet univers de domination, la tension couvait, prête à exploser. Un combat brutal se préparait, et quand il éclata, il entra dans la légende. De champion à prisonnier, la chute de Tyson est une saga aussi tragique qu'épique. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous vibrez pour les récits de légende, et partagez cette vidéo avec tous les fans de boxe. Prêt à plonger dans l'histoire d'Iron Mike comme vous ne l'avez jamais entendu? Accrochez-vous, ça va secouer. En 1992, Mike Tyson était au zénith. Champion du monde incontesté des poids lourds, il dominait la boxe professionnelle comme personne avant lui. À seulement 20 ans, en 1986, il était devenu le plus jeune champion poids lourd de l'histoire, un record toujours intact. Ses combats étaient des spectacles planétaires, générant des millions de dollars. Son nom seul suffisait à intimider ses adversaires. Iron Mike n'était pas juste un boxeur. Il était un phénomène culturel, une force de la nature, un symbole de puissance brute. Ses knockouts fulgurants, souvent en moins d'une minute, étaient légendaires. Des adversaires comme Trevor Berbick, Larry Holmes ou Michael Spink s'effondraient sous ses coups, consolidant son image d'homme invincible. Les foules hurlaient son nom, les promoteurs s'arrachaient ses combats, et les médias le suivaient comme une rockstar. Tyson vivait dans un monde de luxe, jet privé, hôtel 5 étoiles, voiture de sport, et un entourage prêt à exaucer ses moindres désirs. À 25 ans, il était l'icône ultime, un dieu du ring. Mais en un instant, tout bascula. En 1991, Tyson fut accusé d'agression sexuelle sur une jeune femme, Desiree Washington, lors d'un concours de beauté à Indianapolis. L'affaire fit la une des journaux. Le monde entier, habitué à voir Tyson écraser ses rivaux, se demandait, était-il coupable? Était-ce un coup monté? Tyson clama son innocence, affirmant que la rencontre était consensuelle. Mais en février 1992, après un procès médiatisé, le jury le déclara coupable. La sentence tomba comme un coup près. 6 ans de prison, dont 4 fermes, et une amende de 30 000 $. En une nuit, l'homme qui remplissait des stades passa des lumières éclatantes de Las Vegas au mur froid d'une cellule dans l'Indiana. Ce fut un choc mondial. Les fans, divisés, criaient au scandale ou à la justice. Les tabloïds s'en donnaient à cœur joie, disséquant chaque détail de sa vie. Tyson, lui, entrait dans un monde où sa gloire n'avait plus de poids. Le passage de roi de la boxe à prisonnier numéro 922 335 fut brutal. Quelques mois plus tôt, Tyson menait une vie de star, des pantous à New York, des villas à Los Angeles, des soirées avec des célébrités comme Michael Jordan ou Eddie Murphy. Son entourage, composé de promoteurs, d'amis et de profiteurs, répondait à ses moindres caprices. Mais au centre de jeunesse de l'Indiana, rebaptisé Plainfield Correctional Facility, tout cela n'existait plus. Réveillé chaque matin par les murs impersonnels de sa cellule, ses poings, qui avaient rapporté 30 millions de $, n'étaient plus que ceux d'un détenu parmi d'autres. L'administration pénitentiaire, consciente du danger de détenir une telle célébrité, le plaça d'abord en isolement protecteur, une forme de confinement solitaire. Officiellement, c'était pour le protéger d'éventuels agresseurs ou de détenus cherchant à se faire un nom en le provoquant. Mais cette protection avait un prix, une souffrance psychologique intense. Habitué à être sous les projecteurs, Tyson passait désormais 23 heures par jour dans une cellule de 2 mètres sur 3, seul avec ses pensées, quelques livres et le bruit incessant des portes en acier qui claquaient. Les acclamations des foules avaient cédé la place aux cris sporadiques des détenus et aux échos des couloirs. Tyson était un cas à part pour l'administration. Légende vivante, capable d'écraser des champions en quelques minutes, il inspirait l'admiration à certains prisonniers.
Pour d'autres, il était une cible, une opportunité de tester le champion pour gagner du prestige dans la hiérarchie carcérale. Chaque fois qu'il entrait dans les espaces communs la cour, la cantine, la tension était palpable. Les gardiens rapportèrent que les autres détenus jaugeaient Tyson en silence, pesant leurs mots, respect ou provocation. Être l'homme le plus dur de la pièce était au cœur de l'identité de Tyson, mais cette surveillance constante exigeait une discipline nouvelle, souvent synonyme d'isolement. L'ajustement psychologique était encore plus ardu que le confinement physique. Tyson s'était bâti sur une image, l'homme le plus dangereux de la planète, prompt à la colère, plus rapide encore à frapper. Dans le ring, cette fureur était son arme. En prison, elle pouvait être fatale. Une bagarre pouvait entraîner des conséquences graves. Isolement prolongé, perte de privilèges, voire une peine rallongée. Tyson dut apprendre l'art subtil de la politique carcérale. Exiger le respect sans violence inutile, savoir quand reculer, un défi à l'opposé de ses instincts de boxeur. Les anciens détenus racontèrent plus tard avoir vu Tyson contenir sa colère face à des provocations évidentes. Un regard de travers, une remarque sur son passé. Il serrait les poings, mais restait maître de lui. Cette tenue était une bataille intérieure, un combat aussi intense que ceux du ring. Ironiquement, la prison offrit à Tyson quelque chose que sa vie de star ne lui avait jamais permis, du temps pour réfléchir. Loin des flatteurs, des profiteurs et du chaos de la célébrité, il trouva une forme d'ordre dans la routine carcérale. Lever, manger, travailler, dormir. Pas d'interview, pas de caméra, juste lui et ses pensées. Il se plongea dans la lecture avec une ferveur qui surprit même les gardiens. Les écrits de Malcolm X, Sun Tzu et Machiavel devinrent ses nouveaux entraîneurs. Il explora la philosophie, l'histoire, et même d'autres religions, cherchant un sens au-delà de la violence qui avait défini sa vie. Cette transformation intellectuelle fut le début d'une métamorphose qui marquerait son avenir. Mais physiquement, la prison était un calvaire pour un athlète de son calibre. Privé des salles d'entraînement modernes et des coachs qui avaient affûté ses talents, Tyson se contentait de pompes, d'abdos et de boxe dans l'ombre dans sa cellule. Sa vitesse légendaire et sa précision s'émoussaient. Les experts se demandaient si 3 ans sans entraînement adéquat avaient ruiné ses compétences. Pourtant, tandis que les médias s'attardaient sur son physique, Tyson livrait un combat bien plus profond. Une bataille intérieure, un terrain inconnu pour lequel il n'avait jamais été préparé. Cette période de sa vie rappelle d'autres légendes du sport confrontées à des épreuves hors du commun. Muhammad Ali, par exemple, fut déchu de son titre et emprisonné brièvement pour avoir refusé la conscription pendant la guerre du Vietnam. Comme Tyson, Ali dut naviguer entre sa réputation de champion et les défis d'un système qui cherchait à le briser. Mais là où Ali s'appuyait sur son charisme et sa verve, Tyson, plus brut, plus instinctif, dut apprendre à canaliser sa rage. Cette transformation, bien que moins médiatisée que celle d'Ali, est tout aussi fascinante. Elle montre un homme confronté à ses démons, forcé de redéfinir qui il était sans les gants ni les foules. Alors, que pensez-vous de cette chute brutale? Tyson était-il victime d'un système ou responsable de son sort? Dites-le nous dans les commentaires, et restez avec nous pour la suite de cette histoire incroyable. La vie derrière les barreaux, un combat d'un autre genre. En 1992, les portes d'acier se refermèrent sur Mike Tyson, l'enfermant dans un monde où ses ceintures de champion n'avaient aucune valeur. Les règles de la prison différaient radicalement de celles du ring. Pas de gants pour amortir les coups, pas d'arbitre pour maintenir l'ordre, pas de compte de 10 pour se relever. C'était une existence brute, où le respect se gagnait à la dure, où chaque interaction pouvait basculer en conflit. Pourtant, dans des interviews des années plus tard, Tyson décrivit ces années comme « les meilleures de ma vie ». Incroyable, non? Comment un homme habitué aux jets privés et aux pentouses pouvait-il trouver la paix dans une cage de 2 mètres sur 3? La réponse réside dans la simplicité brutale de la vie carcérale. Pour la première fois depuis des années, Tyson était libre des profiteurs, des flatteurs et du chaos de la célébrité. La routine lever, manger, travailler, dormir remplaça les sollicitations incessantes. Pas d'interview, pas de caméra, juste du temps pour réfléchir, pour se retrouver. Tyson saisit rapidement les règles tacites de la cour. La réputation était cruciale, mais elle ne reposait pas sur la richesse ou la gloire, comme dans le monde extérieur. Elle dépendait de l'attitude, du comportement.
Malgré son image intimidante, cet homme qui avait terrifié des champions avec un seul regard, Tyson adopta une approche surprenante. Une confiance calme, presque monastique. Il ne se vantait pas, n'utilisait pas son statut à la légère. Il écoutait, observait, parlait avec un calme calculé qui imposait le respect sans exigence. Cette tenue était une révolution pour un homme dont la carrière s'était bâtie sur l'explosion de violence. La politique carcérale était une danse délicate, un jeu d'équilibre où chaque échange comptait. Un regard mal interprété, une parole imprudente pouvait dégénérer en violence. Habitué à canaliser sa colère dans des rounds de 3 minutes, Tyson dut apprendre à se maîtriser dans un environnement où il n'y avait ni pause ni gong. Les conflits se soldaient par des lames, des blessures graves ou l'isolement, pas par une décision des juges. La prison n'était pas un monastère. La tension était constante, un courant électrique sous la surface. Les détenus testaient Tyson, certains par orgueil, d'autres par curiosité, cherchant à vérifier si la légende d'Iron Mike tenait encore. Ils l'observaient pendant qu'il lisait dans la bibliothèque, le fixaient à la cantine, lançaient des pics subtils sur son physique affaibli par l'absence de ses shakes protéinés ou de ses entraînements de haut niveau. Tyson gérait ses provocations avec une prudence calculée, évitant l'escalade tout en tenant bon. Un regard perçant, une voix basse, une menace implicite suffisaient souvent à désamorcer la situation. Les gardiens, conscients de son statut, l'observaient de près. Certains attendaient un faux pas, espérant une excuse pour le punir. D'autres lui témoignaient un respect prudent, impressionnés par sa capacité à naviguer dans cet environnement instable. Tyson jouait le jeu. Il respectait les règles, accomplissait ses tâches sans protester, baissait la tête quand il le fallait. Mais sous cette discipline, l'électricité d'Iron Mike restait là, contenue, prête à jaillir. Cette tenue n'était pas sans précédent dans l'histoire des sports de combat. Des figures comme George Foreman, qui trouva la rédemption après une carrière tumultueuse, ou même Bernard Hopkins, qui transforma son temps en prison en une préparation mentale pour devenir champion, montrent que l'adversité peut forger des champions d'une autre manière. Mais pour Tyson, ce défi était unique. Contrairement à Foreman, dont la transformation fut spirituelle, ou Hopkins, qui utilisa la prison comme un camp d'entraînement, Tyson dut lutter contre sa propre nature explosive. Chaque jour était un test, non pas de sa force physique, mais de sa capacité à dompter sa colère. Les anciens détenus racontèrent des anecdotes où Tyson, provoqué par des remarques sur sa condamnation ou son passé, serrait les poings, respirait profondément, et détournait le regard. Cette maîtrise de soi, dans un lieu où la violence était la monnaie courante, était une victoire aussi impressionnante que n'importe quel knockout. Pourtant, la prison offrit à Tyson un espace rare, celui de l'introspection. Loin des distractions de la célébrité, il plongea dans la lecture. Les livres de Malcolm X lui parlèrent de rédemption et de lutte contre l'oppression. Sun Tzu lui enseigna la stratégie, non seulement pour le combat, mais pour la vie. Machiavel lui révéla les rouages du pouvoir et de l'influence, des leçons qu'il appliquerait plus tard dans sa carrière post-prison. Tyson médita, explora l'islam et d'autres philosophies, cherchant un sens au-delà des rings. Cette quête intellectuelle surprit ceux qui le voyaient comme un simple cogneur. Les gardiens, habitués à des détenus désœuvrés, notèrent son dévouement à l'étude. Un officier raconta qu'il trouvait souvent Tyson plongé dans un livre, annotant les marges avec une concentration presque monacale. Cette transformation intellectuelle fut le socle d'un changement durable, une reconstruction de l'homme derrière la légende. Physiquement, cependant, la prison était un désastre pour un athlète de son niveau. Les salles d'entraînement high-tech, les coachs spécialisés, les régimes sur mesure, tout cela avait disparu. Tyson se contentait de pompes, d'abdos, de squats et de shadow boxing dans l'espace confiné de sa cellule. Sa vitesse légendaire, ses réflexes aiguisés, sa précision chirurgicale s'émoussaient. Les experts en boxe, suivant l'affaire de loin, spéculaient. 3 ans sans entraînement professionnel pouvaient-ils détruire un champion? Certains comparaient son cas à celui de Rubin Hurricane Carter, un autre boxeur emprisonné dont la carrière fut brisée par l'incarcération. Mais tandis que les médias se focalisaient sur son déclin physique, Tyson livrait un combat bien plus profond. La prison n'était pas un ring, mais un champ de bataille psychologique, un lieu où il devait affronter ses démons intérieurs sans gants ni gloire. Ce combat, plus que tout autre, allait définir la suite de sa vie. Alors, qu'en pensez-vous?
Tyson pouvait-il vraiment se réinventer en prison? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et restez avec nous pour la suite de cette saga. Les tensions du confinement, un volcan prêt à exploser. Tout changea lorsqu'une agression au couteau éclata dans la cour. Des cris, un éclat de métal, du sang sur le béton. L'incident bouleversa l'équilibre fragile de la prison. En quelques minutes, l'établissement fut placé en confinement total, une mesure censée durer quelques jours pour enquêter. Mais ce qui devait être temporaire se prolongea en semaines, mettant à rude épreuve la santé mentale de tous, y compris Tyson. Ce confinement strict, ou lockdown, était un cauchemar. Les routines qui donnaient un semblant de sens à la détention et les visites à la bibliothèque, les moments d'exercice dans la cour, les brèves interactions humaines disparurent. Il ne restait que la cellule, 4 murs gris, un lit étroit, un évier rouillé, et un cycle mental incessant, oppressant. Tyson tenta de lire, mais les mots se brouillaient sous la lumière faible. La méditation, qu'il avait adoptée pour calmer son esprit, devenait impossible face aux hurlements des autres détenus, au claquement des portes, au bruit constant d'un lieu en ébullition. La chaleur estivale aggravait tout. Sans climatisation, les cellules devenaient des fournaises, puant la sueur et le désespoir. Les douches, lorsqu'elles étaient autorisées, étaient le seul répit, mais elles étaient rares et surveillées. Les tensions montaient à chaque instant. Une minute de trop au lavabo, un gardien trop lent à répondre, une remarque mal placée, tout pouvait dégénérer. La hiérarchie carcérale, déjà rigide, commençait à s'effriter sous la pression. Les nouveaux détenus, tout comme les vétérans, craquaient sous le poids de ce confinement interminable. Tyson, pour rester sain d'esprit, s'inventa des rituels. Il comptait les fissures dans les carreaux du plafond, mémorisait les motifs de rouille sur les barreaux, créait des exercices physiques complexes avec le peu d'espace disponible. Il faisait des pompes jusqu'à l'épuisement, imaginant chaque répétition comme un coup porté à un adversaire invisible. Mais l'isolement jouait avec son esprit. Les heures se confondaient avec les minutes. Les rêves se mêlaient à la réalité. Après des nuits agitées, il se réveillait en sueur, incertain de ce qui était vrai. Ce confinement rappelle d'autres moments de tension extrême dans l'histoire des sports de combat. Pensez à Bernard Hopkins, qui passa 5 ans en prison avant de devenir champion du monde. Hopkins décrivit la prison comme un lieu où chaque jour est un combat pour ne pas perdre son humanité. Tyson vivait une épreuve similaire, mais avec une pression unique. Il était Iron Mike, une cible pour tous ceux qui voulaient se faire un nom. Les provocations, d'abord subtiles, devinrent plus fréquentes. Lors d'une douche encadrée, une voix s'éleva, juste assez vague pour éviter un conflit direct, mais assez forte pour être entendue. « Tu dois regretter ton pantouse, hein ?» C'était un test délibéré de la colère légendaire de Tyson. Les autres détenus se figèrent, les gardiens se repositionnèrent, anticipant l'affrontement. L'atmosphère était électrique, comme avant un combat de championnat. Allait-il craquer? Tyson resta impassible sous l'eau, son visage neutre, mais ses poings serrés trahissaient la tempête intérieure. Il savait qu'un conflit en prison n'avait pas de fin heureuse. Pas d'arbitre pour arrêter le combat, pas de juge pour rendre un verdict, juste des conséquences en cascade. Isolement, perte de privilèges, ou pire. Mais la pression érodait son contrôle. Chaque jour de confinement affinait sa façade de sérénité. Tyson fixait ses mains, celles qui avaient assommé des légendes comme Frank Bruno ou Donovan Ruddock, celles qui avaient rapporté des millions. Elles lui semblaient étrangères, des armes sans exutoire. Il se remémorait le poids des gants, le rugissement des foules, la satisfaction d'un knock-out. Ces souvenirs étaient à la fois une force et une torture, lui rappelant qui il avait été et ce qu'il avait perdu. La prison tout entière vibrait d'une tension contenue. Les conflits mineurs se multipliaient, une dispute pour une place à table, un regard de trop dans la cour. Les réactions des gardiens devenaient plus brutales, leur patience usée par des semaines de confinement. Une voix, toujours la même, continuait de provoquer Tyson, cherchant la faille, attendant l'explosion. Tyson sentait la rupture approcher. Son corps restait tendu, ses mâchoires serrées, ses cauchemars remplis de violence. La question n'était plus si quelque chose allait se passer, mais quand, et à quel point ce serait brutal. Ce confinement était un volcan prêt à entrer en éruption, et Tyson était au cœur de la tempête. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous tenu sous une telle pression? Partagez vos idées dans les commentaires,
et accrochez-vous pour la suite. Le face-à-face qui changea tout. Ce qui devint l'un des événements les plus commentés de l'incarcération de Tyson éclata lors du confinement prolongé à Plainfield Correctional Facility. Selon plusieurs témoins, un détenu provoqua délibérément Tyson avec une campagne ciblée d'attaques verbales. Ce n'était pas un incident isolé. Les gardiens et autres détenus décrivirent un effort concerté pour tester la colère d'Iron Mike, comme un défi à l'homme qui avait autrefois fait plier le monde. Les provocations commencèrent doucement. Des remarques sur sa gloire passée, ses hôtels de luxe, ses limousines, son argent envolé. Puis elles devinrent plus personnelles, plus cruelles. Un ancien détenu, James R., expliqua, c'était une guerre psychologique, pas juste du trash-talk. Ils savaient quel bouton presser, et ils appuyaient fort. On railla sa condamnation, sa perte de privilèges, puis son physique, ses poings sont-ils encore puissants après tout ce temps en prison? Pourquoi ne nous montres-tu pas, champion? Les détenus ricanaient, cherchant à briser sa façade. Les rapports des gardiens notèrent un changement chez Tyson. L'officier Mark Tinsley écrivit dans un rapport d'incident. Le détenu Tyson montrait une tension physique inhabituelle lors des périodes de déplacement, serrant les poings en passant près de certains individus. Cette tension, combinée à ses problèmes connus de contrôle des impulsions, était une bombe à retardement. Une évaluation psychiatrique du docteur Helen Shore, réalisée 2 semaines après le début du confinement, avertit, les détenus notoires subissent des stress spécifiques. La pression psychologique s'accumule avec les défis constants à leur statut. Tyson, malgré sa discipline, était à bout. Chaque provocation était comme un coup porté à son armure, et les fissures commençaient à apparaître. La provocation finale eut lieu près des douches, dans un angle mort des caméras de surveillance. 3 détenus rapportèrent que l'agresseur évoqua l'accusation qui avait conduit Tyson en prison ou l'agression sexuelle, lançant ce que l'un décrivit comme « l'attaque la plus personnelle à ce jour ». L'homme se moqua de la condamnation, questionnant si Iron Mike se sentait fort en s'en prenant à « des gens plus faibles ». « Aurais-tu fait ça à quelqu'un de ta taille » raillatait-il. Karl Mandé, ancien superviseur du bloc cellulaire, décrivit l'instant. L'atmosphère a changé en un instant. Tout le monde s'est arrêté. On sentait que quelque chose allait exploser. Les autres détenus retinrent leur souffle, les gardiens se rapprochèrent, anticipant un conflit. Les données de sécurité révélèrent plus tard un étrange décalage de 17 minutes entre le premier échange verbal et l'intervention des gardiens, suggérant que certains officiers laissèrent peut-être la situation dégénérer volontairement. Ce moment était le point de rupture. Après des semaines de confinement, de provocation, de tension, Tyson était sur le point de rappeler au monde pourquoi on l'appelait Iron Mike. Ce face-à-face n'était pas sans rappeler d'autres moments légendaires où des champions ont été poussés à bout. Pensez à Muhammad Ali face à Joe Frazier, ou les provocations verbales de Frazier avant leur « combat du siècle », en 1971 attisèrent une rivalité explosive. Mais ici, il n'y avait pas de ring, pas de règles, pas de foule pour acclamer. Juste un homme, une cellule, et une colère contenue prête à déborder. Ce qui allait suivre deviendrait une légende dans les annales de la prison, une histoire que les détenus et les gardiens raconteraient pendant des années. Alors, qu'en pensez-vous? Tyson pouvait-il encore éviter le conflit à ce stade? Dites-le nous dans les commentaires, et préparez-vous pour l'instant qui a tout changé. Le knockout dans la cour, la légende d'Iron Mike. Selon les rapports et témoignages, Mike Tyson livra l'un des coups les plus dévastateurs de sa vie, non pas sur un ring, mais dans la cour de Plainfield Correctional Facility. Après des semaines de provocations incessantes, un détenu alla trop loin. Le face-à-face, d'après les documents disciplinaires obtenus via des demandes d'information publique, dura moins de 3 secondes. Les images de surveillance montrèrent un crochet droit de Tyson frappant avec une précision chirurgicale, digne de ses plus grands combats. La victime s'effondra instantanément, nécessitant 14 points de suture pour des lacérations faciales, perdant 2 dents et souffrant d'une fracture du zygomatique. Les experts en biomécanique, analysant les images plus tard, estimèrent la force du coup à plus de 540 kg, un chiffre quasi identique à celui des knockouts de Tyson à son apogée, malgré 3 ans sans entraînement professionnel. Les gardiens décrivirent un silence glaçant après le coup. Un officier rapporta, Tyson n'a pas célébré ni posé. Il est resté immobile, comme une statue, pendant que l'autre s'effondrait comme un sac de pommes de terre. Selon les dossiers hospitaliers,
la victime perdit connaissance pendant 38 secondes avant de reprendre conscience. L'analyse forensique montra que le coup reproduisait la trajectoire des knockouts légendaires de Tyson. Alignement parfait des épaules, rotation des hanches, suivi impeccable. Un observateur de sport de combat, ayant visionné les images, nota « C'était un athlète de classe mondiale montrant pourquoi il était autrefois l'homme le plus craint de la planète. » Ce n'était pas une bagarre de rue brouillonne, mais un coup précis, digne d'un champion. Un seul coup avait suffi pour faire taire les provocations pour le reste de la peine de l'agresseur. Ce moment rappelle des knockouts emblématiques de la carrière de Tyson. En 1988, face à Michael Spink, Tyson avait mis fin au combat en 91 secondes avec un enchaînement dévastateur. À Plainfield, il prouva que, même sans gants, sans entraînement, sans foule, il restait une force de la nature. Mais ce coup avait un coût. Tyson savait qu'il risquait de retourner en isolement, de perdre des privilèges, voire de prolonger sa peine. Selon les dossiers, il ne reçut qu'une sanction modeste, peut-être parce que les autorités reconnurent la provocation comme circonstance atténuante. Des années plus tard, sur son podcast Outboxing with Mike Tyson, il décrivit l'incident avec sa franchise habituelle, « La prison t'apprend des choses. Parfois, un seul coup dit plus que 1000 mots. » La victime, elle, paya un prix plus lourd. Selon les dossiers hospitaliers, elle nécessita 3 chirurgies reconstructrices et souffre encore de lésions nerveuses. Cet incident fut un rappel brutal de la puissance de Tyson, même en prison, et une illustration terrifiante de la manière dont une violence professionnelle pouvait bouleverser l'équilibre du pouvoir dans un cadre carcéral. Ce knockout est devenu une légende, non seulement à Plainfield, mais dans l'histoire des sports de combat. Il rappelle des moments où d'autres champions ont prouvé leur valeur dans des contextes improbables. Pensez à Jack Johnson, le premier champion poids lourd noir, qui affronta des défis raciaux dans et hors du ring au début du XXe siècle. Comme Tyson, Johnson dut naviguer dans un monde hostile où sa force était à la fois son arme et sa malédiction. Le coup de Tyson à Plainfield, bien que controversé, renforça sa légende. Mais qu'en pensez-vous? Ce coup était-il une perte de contrôle ou une démonstration nécessaire de puissance? Partagez vos avis dans les commentaires, et restez avec nous pour les conséquences de cet instant légendaire. Les conséquences d'un coup légendaire, l'héritage d'Iron Mike. L'impact du knockout de Tyson à Plainfield dépassa les murs de la prison. Dans les semaines qui suivirent, une entente tacite émergea parmi les détenus. Défier Tyson était insensé. Les interactions changèrent radicalement. Les provocations subtiles, les regards de défi laissèrent place à une révérence prudente. Les gardiens notèrent que Tyson, désormais intouchable, naviguait dans la prison avec une aura renouvelée. Selon les psychiatres pénitentiaires, cet acte de violence contrôlée, paradoxalement, permit à Tyson d'adopter une vie plus paisible derrière les barreaux. Sa réputation consolidée, il put se concentrer sur ses livres, son entraînement et son introspection. Plus personne n'osa le provoquer. Ce moment marqua un tournant, non seulement pour sa réputation en prison, mais pour sa perception de lui-même. En 1995, lorsqu'il quitta Plainfield, l'aura de ce coup l'accompagna. Son retour en boxe fut l'un des comebacks les plus spectaculaires de l'histoire. En mars 1995, face à Peter Mceniley, Tyson remporta son premier combat post-prison en 89 secondes, rappelant au monde qu'il restait une menace. Les promoteurs, flairant l'opportunité, firent allusion à l'incident de Plainfield dans leur campagne, renforçant l'idée que défier Tyson était un risque physique extrême. Chaque adversaire savait qu'il affrontait non seulement un champion, mais un homme capable de frapper avec une précision mortelle, même dans les pires conditions. Ce knockout devint une partie intégrante de la mystique d'Iron Mike, une histoire murmurée dans les gymnases, les vestiaires et les cercles de boxe. Des décennies plus tard, cet incident reste un point clé dans la réputation complexe de Tyson. Il révéla la dualité de l'homme, sous son introspection croissante, sa quête de rédemption et sa transformation personnelle, une puissance brute pouvait surgir à tout moment. Sa discipline, démontrée par le fait qu'il n'eut qu'un seul combat en prison, rend ce knockout encore plus marquant. Il n'était pas un voyou de prison, mais un champion qui choisit ses batailles. Comparé à d'autres figures comme Lennox Lewis, qui domina les poids lourds avec une maîtrise technique, ou Evander Holyfield, qui battit Tyson en 1996, Tyson restait unique par son intensité brute. Ce coup à Plainfield n'était pas seulement une réponse à une provocation.
c'était une déclaration. Iron Mike, même enchaîné, restait une force indomptable. L'héritage de Tyson dépasse ce moment. Après sa sortie de prison, il ne retrouva jamais pleinement son invincibilité, mais il redéfinit son image. Des apparitions dans des films comme The Hangover à son podcast, Tyson montra une facette plus humaine, plus introspective. Pourtant, l'histoire de ce knockout continue de fasciner. Elle rappelle pourquoi, des années plus tard, on l'appelle encore Iron Mike. Alors, qu'en pensez-vous? La retenue de Tyson pendant la majeure partie de sa peine, n'ayant combattu qu'une fois, rend-elle ce knockout plus ou moins impactant? Était-ce une perte de contrôle ou une démonstration de sa légende? Partagez vos réflexions dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de cette histoire épique, et quelle icône de la boxe vous inspire le plus. Merci d'avoir regardé, et rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Ancienne Star.